La visualisation inversée va pouvoir vous aider à y voir plus clair dans votre reconquête amoureuse. Encore faut-il savoir ce que c'est et comment l'utiliser. Eh ben ça tombe bien, quelle coïncidence, c'est exactement de cela qu'on parle et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on va se focaliser sur un outil qui me paraît très intéressant, voire même très important, pour sortir un petit peu des préjugés et du système de pensée qui nous colle à la peau au moment d'une rupture, celui qui veut qu'on va être dans le jugement, on va être dans l'interprétation, souvent extrêmement négative du comportement et des paroles de la personne qu'on a face à nous. En même temps, c'est pas très étonnant. Une rupture amoureuse, c'est énormément de douleur et cette douleur-là va entraîner énormément de subjectivité puisque quelque part, on enfile le costume de la victime et on cherche à redresser les torts tout en essayant de comprendre ce qui nous arrive. Donc, grosse galère intellectuelle, grosse galère sentimentale. Le cœur et le cerveau, en plus, vont pas toujours dans le même sens. Donc, on comprend qu'on patauge un petit peu dans la semoule. À tout ça, il faut rajouter deux causes principales à la subjectivité. La première, c'est bien évidemment ce qui vient d'être mis en relief, la douleur, l'injustice, ce sentiment d'être perdu, d'être seul, d'être incompris. Pour analyser son propre ressenti et les actions et les paroles de la personne qu'on a face à nous, on comprend qu'on n'est pas forcément du coup dans le meilleur costume, dans le meilleur siège. Et puis il y a un autre élément qui est très présent, c'est l'influence environnementale. Tout autour de nous, on a ces on-dit, ces préjugés, ces idées reçues qui sont extrêmement présentes. Et même si on sait faire la part des choses, parce qu'on a quand même un cerveau qui fonctionne avec certaines connexions, on a tendance à au moins les entendre et petit à petit à se laisser influencer par tout ça. Du coup, je me suis dit qu'on allait aujourd'hui mettre en relief un outil intellectuel qui va nous permettre une meilleure compréhension et cet outil, c'est ce que je vais appeler la visualisation inversée et je vous le propose, c'est notre première partie, justement d'utiliser cet outil dans notre vie de tous les jours. Il faut comprendre que beaucoup de situations dans la rupture amoureuse vont pousser à ce que moi j'appelle une fausse empathie intellectuelle. La fausse empathie intellectuelle, c'est le fait de se mettre à la place de son ex, mais d'analyser ses comportements, ses retours, pas en tant que tel, pas en tant que lui ou elle, si vous voulez, avec son environnement, avec ses ressentis, avec ses peurs, avec la situation. Non, toujours en gardant dans un coin de la tête une espèce d'approche complaisante. Finalement, pourquoi? Parce que vous avez aussi votre ressenti, votre douleur, et votre conclusion, c'est toujours la même, c'est à sa place, moi, j'aurais pas dit ci, j'aurais pas fait ça. Quand je fais une promesse, je la tiens. Je vais pas séduire quelqu'un qui est en couple. Si je suis en couple, je vais jusqu'au bout. On aurait pu, à sa place, moi j'aurais en tout cas pris le temps d'étudier des ressources comme, je sais pas, une thérapie de couple ou X ou Y, justement, outils qu'on aurait pu utiliser plutôt que la rupture amoureuse. On voit qu'il y a toujours ce degré de complaisance parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans l'empathie en tant que telle, vous n'êtes pas dans le fait de vous mettre dans les chaussures de la personne que vous avez face à vous, vous êtes dans le fait de contempler votre reflet dans les yeux de l'autre. Et ça, c'est très différent. Finalement, vous vous analysez vous-même à travers ce que vous pensez savoir de ce que la personne que vous avez face à vous pense. Rien que la phrase, elle m'a donné mal au crâne. Donc on imagine bien que forcément, un positionnement comme ça, en termes d'objectivité, pas super intéressant, on risque quand même bien de se planter et en plus, effectivement, il y a ce que je citais en introduction, il y a aussi l'influence de l'environnement avec les grandes phrases toutes faites qui sont présentes pour vous montrer que votre ex est le vilain petit canard et que vous méritez mieux. Moi, je dis juste stop, sortez-vous complètement de l'histoire et essayez de prendre ces grands paramètres, ces grandes idées, vous inquiétez pas, c'est la deuxième partie, je vais en mettre deux en relief pour qu'on comprenne de quoi je parle, pour justement retrouver cette objectivité et se dire que sans se déshumaniser, mais se retirer du film, ça nous permet peut-être pas de l'apprécier, mais en tout cas de mieux le comprendre et d'accepter énormément de choses. Alors quand je dis accepter énormément de choses, c'est pas qu'on vous marche dessus, qu'on vous traite de tous les noms et qu'on vous manque de respect, mais simplement de voir le scénario et de voir qu'il y a des explications qui sont pas juste l'injustice, qui sont pas juste le manque de respect, puisqu'on imagine que tout ça, ça va créer quelque chose qui s'appelle un conflit et que le conflit dans la reconquête amoureuse, c'est quand même
même quelque chose qui nous éloigne un petit poil de la personne qu'on a face à nous, soyons clairs. Donc on va passer à la deuxième partie qui est évidemment la plus importante puisque c'est la mise en application à deux préjugés qui sont bien connus. Le premier de ces préjugés, c'est si je communique, ou grosso modo, si je suis sympa, alors je suis acquis. Et ça, on l'entend partout, hein. C'est à lui ou à elle de revenir, c'est à lui ou à elle de faire les efforts puisqu'on t'a fait du mal. Aujourd'hui, tu cours après ton ex quand tu communiques avec lui, tu montres que finalement, tu es trop présent, trop disponible, donc tu n'as pas de confiance en toi, tu n'as pas d'estime de toi. Je vais être vulgaire, pardon, mais bref, tu es une merde, quoi, hein, voilà. Et puis tu te roules dedans, ah, c'est pas sexy, c'est pas agréable, c'est pas... Ok, d'accord, très bien. On entend l'idée, on peut presque l'accepter intellectuellement, et moi, ce que je me dis, c'est que, inversons-la. Du coup, si, quand je communique, je cours après mon ex et que je suis acquis et que c'est pas bien, on arrive à la conclusion, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien du tout. Pour faire quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on inverse le raisonnement et qu'on commence à remonter l'échelle, on s'aperçoit que c'est pas tellement mieux. Donc il faudrait ne pas communiquer, il faudrait être en silence radio, il faudrait pas non plus répondre si jamais on communique avec vous, il faudrait pas du coup s'appuyer sur notre environnement, il faudrait mettre une distance infinie et incroyable avec la personne qu'on a face à nous. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que la contrainte est plus intéressante en termes de reconquête amoureuse et plus porteuse que le sourire, c'est que le silence est plus intéressant pour créer de l'amour que la communication, c'est que finalement on aime plus nos ennemis ou les gens qui nous ignorent, on les trouve plus attirants, plus agréables que quelqu'un qui arrive à nous apporter de la détente, du plaisir ou ce fameux sourire qui pour moi est quand même extrêmement important. Juste une question, elle est où la psychologie là-dedans? Et puis où est l'amour? Depuis quand les gens qu'on aime, on leur parle plus? Je sais pas, c'est comme ça que vous faites vous le matin quand vous vous levez à Noël, là, vous allez faire ça le matin du réveillon ou du 25, vous allez vous lever et vous allez faire la gueule à tout le monde et c'est la façon que vous avez de montrer à vos enfants, à vos parents, vos cousins, vos cousines que vous les aimez et que vous êtes super content de passer du temps avec eux. C'est ça le délire. Alors vous allez me dire c'est pas pareil, c'est une rupture amoureuse, on est en conflit. Bah oui, mais non en fait, parce que l'idée quand même de la reconquête amoureuse, c'est de créer du contraste avec les bêtises qu'on peut voir et qui sont cette fameuse prise de distance et cette fameuse idée que votre ex doit vous mériter. Que ce soit sa conclusion ou pas, qui vous mérite ou qui vous mérite pas, on nous a quand même dit qu'on voulait plus. Donc quand on veut pas quelque chose, on fait pas en sorte de le mériter. Enfin, je sais pas, je comprends pas l'idée en fait. Il y a un manque. Alors je sais qu'il n'y a pas de logique dans le relationnel puisque c'est un argument que j'utilise extrêmement souvent. Mais alors là, il y a des connexions qui se font pas, quoi. Il manque une partie de l'autoroute là. Pour moi personnellement, ça n'a aucun sens. Et on s'aperçoit dans justement cette idée d'inverser la visualisation et la réflexion, on s'aperçoit encore plus du manque criant de psychologie de ces clichés. Le deuxième de ces clichés, c'est l'idée que si je fais quelque chose de positif, si par exemple je rends un service, là je suis faible. Voilà, je suis faible, je montre que là encore, je suis dans quelque chose qui n'est pas représentatif de ce que j'ai besoin d'être, c'est-à-dire guerroyant, c'est-à-dire fort, bien sur mes appuis, assertif, etc., etc., etc. Et là pareil, même idée, finalement c'est presque le même argument, mais c'est une autre situation. En voulant rendre service, en acceptant d'avoir les enfants ce week-end parce que votre ex doit aller, je sais pas, à un congrès ou voir des amis ou faire un voyage ou que sais-je, vous êtes faible. Donc pour être fort, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait être un enfoiré. Faudrait dire, alors évidemment, je suis pas en train de vous dire de tout accepter si vous avez vous-même autre chose à faire, etc. Bien sûr, là je discute stricto intellectuel, si vous voulez. Mais à partir du moment où vous pouvez le faire, et que vous vous forcez à dire non juste pour être fort, on imagine donc dans ce scénario, dans ce préjugé, que la personne face à nous va se dire « Ah, balèze, franchement balèze, je lui demandais de me rendre un petit service, il me fout dans la merde. Ah, je trouve ça sexy, oh là là, la vache, quel charisme, quoi !»
Je sais pas comment vous fonctionnez, je sais pas comment votre ex fonctionne, mais alors moi perso non quoi, tu vois. Si j'étais amené à demander un service à quelqu'un, déjà en général c'est qu'on plie un peu, on tire un peu sur son ego, parce que c'est pas forcément du je vais me servir de lui et d'elle, etc. Il y a plein de gens, dont les gens comme moi, qui se disent bon, demander un service c'est pas du tout le style de la maison. Je vais le faire, il va déjà, voilà, il va falloir que je respire avant. Si on me dit non, je vais pas me dire ah la vache, c'est Conan le barbare que j'ai face à moi. Putain, le respect incroyable que j'ai pour cette personne. Je vais me dire bah ok, je te demanderai plus jamais rien, virgule, va te faire foutre. Enfin, peut-être pas elle va te faire foutre selon la situation, mais je vais me dire bon bah ok, j'ai compris, pas de stress, no problemo, je reste de mon côté, tu restes du tien, et puis les chèvres seront bien gardées, ou les moutons, je sais plus l'expression, mais on voit le délire. Cette idée d'être dur parce que finalement vous avez appris à travers la rupture amoureuse qu'il fallait être fort et que cette image de force crée quelque chose qui sensibilise l'ex à ce que vous devenez et non. Enfin, juste non, en fait. Personnellement, ça fait des années que je fais ce métier. Les reconquêtes amoureuses qui marchent, c'est les reconquêtes amoureuses où on crée du sourire, pas celles où on crée du désir via le manque et via le manque de respect, et via la non-disponibilité. Je ne suis pas en train de non plus de dire qu'il faut être un caniche et qu'il faut aller frapper à la porte de son ex toutes les 5 minutes et lui demander si elle a besoin de quelque chose et lui envoyer 50 messages par jour. Bien évidemment qu'il y a des limites à tout ça. Mais je trouve que la visualisation inversée, elle aide quand même à voir la supercherie qui se cache derrière les conseils à 2 balles que nos amis vont nous donner. Après, c'est pas de leur faute, hein, c'est leur boulot d'être là et de nous dire des banalités qui n'ont pas grand sens pour nous rassurer sur notre valeur à leurs yeux, sur le fait qu'on reprenne confiance. Hein, des poissons dans l'océan, il y en a plein, gna gna gna, voilà. Bien sûr, c'est leur boulot, notre bonheur immédiat. Mais psychologiquement, il y a quand même pas mal de choses à remettre en question. Hein, et se dire que dans mes actions, j'ai peur d'être sympa, j'ai peur d'être agréable, parce que nécessairement ça veut dire qu'on va m'utiliser, qu'on va se foutre de moi, N'oublions pas qu'on n'est plus la priorité de la personne qu'on a face à nous. Donc quand on fait un truc sympa, surtout si on nous l'a demandé, peut-être juste qu'on trouve ça sympa et que comme on trouve ça sympa, on va avoir plus de facilité à répondre à votre prochain message ou à accepter un prochain rendez-vous, et juste que ça s'enchaîne extrêmement naturellement et que la personne face à vous, elle n'est pas à son bureau avec un papier, un crayon à faire des équations incroyables et des tests. Alors là, je vais lui demander de promener le chien. S'il dit oui, ah bah la vache, ça veut dire que son charisme est réduit à 0, je vais pouvoir bien me foutre de sa gueule toute la soirée. Peut-être que des gens fonctionnent comme ça, je pense, mais alors vraiment, absolument pas que ce soit la grande majorité des êtres humains. Je pense même que c'est une extrême minorité. Malheureusement, c'est vrai qu'on a aussi tendance à attribuer à la majorité le comportement des minorités. Hein, c'est des phénomènes qu'on voit dans notre environnement. Mais là, pour le coup, moi, je trouve ça d'un ridicule absolu. Et je pense que cet outil-là, de la visualisation inversée, est véritablement quelque chose qui va être intéressant quand vous analysez ce que votre ex a dit, ce que votre ex a fait, et la manière dont, soit instinctivement, soit on vous conseille de répondre. Demandez-vous justement le contraire de cette situation-là. Effectivement, on prône le silence radio. Donc ce silence radio-là, c'est ça qui serait positif. Qu'est-ce qui est négatif? La communication, le sourire, le fait d'être agréable. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont négatives entre 2 êtres humains dont l'un aime l'autre et voudrait se rapprocher. Et après, demandez-vous, de qui je me rapproche? Je ne sais pas, au bureau ou dans les gens que je côtoie. Dans une soirée, quand j'arrive dans une soirée que je connais personne, de qui je vais me rapprocher? Est-ce que c'est du mec à qui j'ai jamais parlé, qui a l'air de faire la gueule à tout le monde, qui reste dans son coin et le seul moment où il m'adresse la parole c'est pour m'envoyer chier? Ou est-ce que c'est le gars qui a un grand sourire, qui vient, qui s'intéresse à moi, qui discute, avec qui on se trouve des points communs et qui on arrive à rigoler toute la soirée? C'est à vous de décider. Voilà, en tout cas, vous avez les outils en main. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner. Le like, tout ça, c'est très très bon pour le référencement, pour qu'on continue à grimper. D'ailleurs, on est en train de pas trop mal le faire. Donc, un grand merci pour votre fidélité, vos retours. Vous savez aussi que vous avez le programme des abonnés. C'est une vidéo par jour, des membres, pardon, de la chaîne. Il suffit de cliquer sur rejoindre, où vous avez un lien sous la vidéo pour rejoindre ce programme-là, choisir le petit encart VIP.
Et vous avez non seulement des vidéos chaque jour, et il y a un live aussi par mois qui est prévu. Là, le prochain est prévu le mardi 13 décembre à 20 h. Voilà, donc plein de choses qui se passent. N'hésitez pas si vous voulez continuer à creuser tous les sujets. Vous avez aussi le site internet, etc., etc. Bref, il y a de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Allez, je vous abandonne là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!